spontanément résolutifs en 7 à 10 jours. On peut aussi avoir des épistaxis ou des saignements digestifs qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital si grande abondance. En péropératoire, pour les hémophiles minimes ou modérés, c'est un mode très révélateur. Et on peut aussi avoir des hémorragies des plaies cutanées ou bucco-dentaires avec des plaies de la langue, de la joue et de la gencive. Pour la paraclinique, la biologie, en première intention, on fait une NFS avec un taux de plaquettes qui est normal, le taux de prothrombine, de saignement et temps de QI qui sont strictement normaux, alors que le temps de la céphaline avec activateur est constamment allongé, signe d'atteinte de la voie endogène. En deuxième intention, le dosage des facteurs de coagulation est primordial et détermine le facteur d'effusion ainsi que le degré de la sévérité de la maladie et modifie la prise en charge future du patient. On parle d'une forme mineure si le facteur est supérieur à 5%, modéré s'il est situé entre 1 et 5%, et majeur s'il est inférieur à 1%. On peut aussi faire une analyse génétique qui va identifier l'erreur au niveau de l'ADN et responsable de l'hémophilie au sein de la famille. Comme imagerie, on peut réaliser une échographie du muscle abdominopelvien en cas d'hémorragie interne ou un scanner cérébral. La radiographie articulaire d'une hémarthrose avec une classification radiologique d'Arnold et Gartner, qui au début va montrer une diminution de la densification osseuse et une augmentation de la densité des parties molles. Stade plus avancé, on aura une irrégularité au niveau des surfaces articulaires avec un aspect festonné. Et stade ultérieur, on aura une hypertrophie épiphysaire avec important passement de l'interligne articulaire, des géodes, des ostéophytes et une destruction articulaire. C'est un tableau qui résume la classification d'Arnold et Gardner. L'hémophilie peut être classée selon le type en hémophilie A avec un déficit en facteur 8 ou B avec un déficit en facteur 9 ou selon la sévérité. Pour sévère, le facteur est inférieur à 1%, modéré entre 1 et 5% et légère entre 6 et 40%. Pour le retentissement, on peut observer des arthropathies hémophiliques avec saignement multiple, la synoviale vashypertrophie est saine, la persistance de sang dans l'articulation, avec une diminution du liquide synovial. Le cartilage sera endommagé et on observera une articulation qui sera raide, douloureuse et instable. Après la disparition du cartilage, la raideur sera complète. La prévention de l'arthropathie est un des objectifs essentiels de la prise en charge des patients avec hémophilie sévère ou modérée. Dès le premier hémarthrose, une surveillance étroite, un suivi et de la rééducation sont essentiels pour prévenir les séquelles qui peuvent altérer la vie et l'insertion socio-professionnelle. On peut aussi avoir des pseudotumeurs qui est une complication rare, observée essentiellement en cas d'hémophilie sévère chez les patients n'ayant pas bénéficié de traitement prophylactique. C'est un hématome chronique qui se comporte comme une masse kystique encapsulée de croissance lente suite à des saignements itératifs. Peut affecter l'os, l'espace sous-périosté et le tissu mou. Biologiquement, on peut observer des anémies, des accidents transfusionnels ou des anticoagulants circulants. Sur le plan psychosocial, c'est une cause d'absentéisme scolaire avec l'installation d'une peur de se blesser chez l'enfant, une altération de la qualité de vie. Le diagnostic différentiel se fait avec le syndrome hémorragique du nouveau-né, la maltraitance, surtout lorsque les échymies sont révélatrices, le purpure thrombopénique immunologique et la drépanocytose. L'hémophilie A est à ne pas confondre avec le déficit en facteurs 9, 11 et 12. La maladie de von Willebrand qui est la plus fréquente après l'hémophilie et qui a une transmission autosomale, donc atteint les deux sexes, qui associe à sa forme classique une diminution du facteur de von Willebrand, entraînant un allongement du temps de saignement plus ou moins important et du TCA. Le facteur 8 a deux unités juxtaposées, l'unité coagulante, dont la valeur est supérieure à 50%, synthétisée à partir de l'unité antigénique sous le contrôle du gène porté par le chromosome X et fait électivement défaut dans l'hémophilie A. L'unité antigénique qui permet de distinguer le déficit qualitatif du déficit quantitatif. Elle est synthétisée sous le contrôle du gène autosomal intervenant dans l'hémostase primaire, l'adhésion et l'agrégation, déficitaire dans la maladie de von Willebrand mais présente dans l'hémophilie. L'hémophilie B peut être confondue avec le déficit en vitamine K par carence ou par prise d'AVK, par le taux de facteur 9 bas ou diminution des autres facteurs de vitamine K dépendants, le 2, le 7 et le 9 et le 10, ainsi que les protéines C et S. Le diagnostic étiologique repose sur l'enquête étiologique, l'enquête familiale, de cas similaires dans la famille, de consanguinité, avec une mise de l'arbre généalogique, d'antécédents familiaux personnels avec l'âge de début des saignements, type de saignement, fréquence et facteurs déclenchants. L'hémophilie A et B sont des maladies héréditaires à transmission récessive liées à l'X.
Dans l'hémophilie A, le gène impliqué fait partie des grands gènes et s'étend sur 186 kilobases d'ADN sur le bras long du chromosome X, XQ28. Lésions de type nombreuses délétions, insertion, mutation ponctuelle du gène microinversion. Dans l'hémophilie B, le gène impliqué est situé en XQ27.1 et XQ27.2. Les lésions à type de mutation délétère. L'altération du gène entraîne un déficit soit de synthèse, soit de la fonction de ces protéines de coagulation. La stratégie de recherche est le PCR et séquençage du gène. Les hémophilies A et B ne touchent presque quasiment que les garçons. Dans une même famille, le taux de facteurs déficitaires est le même pour tous les sujets atteints. Le traitement a pour but la prévention des hémorragies et des lésions, la prise en charge des hémorragies et de leurs complications, ainsi qu'une prise en charge psychosociale. Et pour le traitement curatif est basé sur le traitement substitutif par les concentrés de facteur 8 en injection intraveineuse de 20 à 30 unités par kilo, soit de dérivés plasmatiques ou obtenus par recombinaison génétique. À noter qu'une unité de facteur 8 par kilo de poids remonte ce dernier de 2%. Ou de concentré de facteur 9 en injection intraveineuse aussi de 20 à 30 unités par kilo de dérivés plasmatiques ou obtenus par recombinaison. Dans ce cas, une unité va remonter le facteur de 1%. Le traitement doit être entrepris le plus précocement possible avant tout examen complémentaire. Le taux de facteur 8 et 9 nécessaire au maintien de l'hémostase est de l'ordre de 30%. Ultérieurement, les injections seront adaptées en fonction du taux obtenu réellement après perfusion ou le taux résiduel avant injection suivante. Le traitement symptomatique se fait avec la desmopressine qui va permettre de relarguer le facteur 8 endogène et relever suffisamment son taux. Elle peut se faire soit en IV lente de 3 à 4 microgrammes par kilo ou par instillation endonasale. On a aussi l'antifibrinolytique qui est l'acide tranexamique, 20 mg par kilo par jour en traitement complémentaire pour les saignements des muqueuses et extraction dentaire. On peut aussi avoir recours aux transfusions de culots globulaires, de PFC et parfois de sang total et parfois même des mesures de réanimation. Comme traitement adjuvant, on a le traitement local qui est associé au traitement substitutif, la compression, l'immobilisation, le glaçage, les pansements hémostatiques et les ponctions. La kinésithérapie ou rééducation après les saignements musculo-squelettiques ou en cas d'arthropathie hémophilique établie. Des antalgiques peuvent être donnés comme le paracétamol, la codéine et la morphine, mais les ANS sont strictement contre-indiqués. On peut aussi utiliser la corticothérapie à court terme et limitée par la mise en place d'un traitement substitutif précoce. Les mesures générales sont le repos strict et la boisson abondante. Une chirurgie orthopédique peut être faite à base de synuvectomie arthroscopique dans le cas des genoux ou chirurgicale pour le coude et la cheville. Elle va limiter ou arrêter les hémarthroses récidivantes et éviter la dégradation articulaire. Comme autre moyen, on a la bonne hygiène bucco-dentaire qui est essentielle, la prévention des maladies parodontales, l'encadrement de la vaccination sur le PEP et l'éducation des parents avec une information assez complète sur la maladie, ses manifestations cliniques, la prise en charge en urgence à domicile, l'administration du traitement et la prévention des accidents. Un soutien psychologique des patients et de l'enfant sont primordiaux. Comme indication, en cas d'hémarthrose, une première substitution doit être faite le plus précocement possible afin d'arrêter le saignement. Les substitutions suivantes vont éviter la récidive précoce de l'accident afin de permettre une résorption du liquide hémorragique intra-articulaire et le retour de la synoviale à la normale. La durée du traitement dépend de l'importance de l'hématome, de son siège, du fait s'il s'agisse d'une récidive ou non, et dans ce cas, du temps qui la sépare de la précédente. Une ponction articulaire au bloc si hémarthrose très volumineuse ou très douloureuse est possible. En cas d'hématome, le traitement substitutif prolongé afin d'éviter la chirurgie. Un traitement chirurgical peut être envisagé en cas de persistance et une corticothérapie, c'est hématome volumineux ou hématome du psoas. Dans les hémorragies digestives, un traitement substitutif peut être associé à l'hexacil. Une odoscopie et un traitement étiologique doit être fait. Dans les cas d'hématurie, une boisson abondante avec un repos strict sont envisagés avec un antalgique au besoin. Pas de traitement substitutif en première intention, sauf si hématome intrarénal, et c'est une contre-indication aux antifibrinolytiques. En cas d'épistaxis, il faut faire des gestes locaux avec un nettoyage d'eau, une compression et un méchage, mais il faut faire attention en cas de méchage car risque de saignement lors de retrait. Des plaies intrabuccales, il faut rincer la bouche avec une compression manuelle, avec une compresse imbibée d'hexacil pendant une dizaine de minutes, avec une alimentation semi-liquide froide pendant 3 à 4 jours.